Qui veut la paix connaît la guerre, disait Nelson Mandela. La guerre a une incidence socio-économique et pour le pays agresseur, surtout pour le pays agressé. C'est le cas aujourd'hui de la République démocratique du Congo qui est une illustration. Nous en parlerons aujourd'hui avec le docteur Franck Louabeya, qui est un habitué de l'émission Parlons Économie. Nous vous disons bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Bienvenue à vous. Sans oublier, nous encourageons nos FARDC et là aussi les Ouazalènes qui se battent, n'est-ce pas, contre les agresseurs à l'est du pays, mais aussi dans tous les quatre coins du pays. Nous qui prions pour eux, nous tous qui participons de près ou de loin, là on voit le chef de l'État, son gouvernement, de près ou de loin, n'est-ce pas, pour en finir avec cette guerre qui dérange toute la République démocratique du Congo. Comment allez-vous, docteur Franck Louabeya? Ça va très bien, madame. C'est vrai, la période elle est difficile, mais ce qui importe, c'est en parler. N'est-ce pas, communiquer, le rôle de la télé, c'est informer, former et divertir. Aujourd'hui, on va essayer de former et informer les publics par rapport à cette guerre, mais surtout sur le plan économique. Quel est son impact, n'est-ce pas, sur le plan socio-économique de notre pays? Alors, la première des questions serait, comment la guerre impacte-t-elle une vie économique d'un pays? C'est une très bonne question, madame. La guerre a des effets très néfastes sur la vie socio-économique d'une nation. Exact. Et notamment parce que nous sommes dans une émission de Parlons Économie. Exact. Les effets d'une guerre, comme nous l'avons vu dans beaucoup de pays à travers l'histoire du monde, la guerre a des effets très néfastes sur tous les systèmes économiques, non seulement de pays qui sont engagés dans la guerre, mais aussi de tous les autres pays qui sont en partenariat avec les pays qui sont engagés dans la guerre, étant donné l'interdépendance économique, étant donné la globalisation de l'économie, et donc les effets de la guerre vont au-delà, bien au-delà de pays qui sont directement engagés dans cette guerre. Je crois qu'il y a des exemples que nous pouvons prendre à travers l'histoire. L'exemple le plus récent, c'est sur l'Ukraine et la Russie. À la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie, nous savons que le système d'approvisionnement en produits alimentaires du monde entier a été durement touché. L'Ukraine étant en fait le grenier non seulement de l'Europe, mais de beaucoup de pays africains. L'Ukraine était le plus grand fournisseur, par exemple, de engrais chimiques à beaucoup de pays africains, notamment le pays de l'Afrique australe, qui sont en fait les plus grands fournisseurs de produits alimentaires, notamment les maïs, à la République démocratique du Congo. Donc on a vu que, bien que la guerre était en Ukraine, plus loin de nous, les Congolais, mais nous en avons souffert. Nous avons subi les conséquences de cette guerre. Nous avons subi les conséquences de cette guerre à travers nos relations avec les partenaires, avec les pays qui approvisionnent en fait la République démocratique du Congo en produits alimentaires. Nous avons vu, pas très loin de chez nous, les guerres que nous avons eues en Afrique, dans la région du Sahel, depuis plusieurs années. La guerre que nous avons eue dans la Corne de l'Afrique. Vous savez, le Soudan, il n'y a pas très longtemps, le Soudan est encore en guerre. Nous avons vu que les effets sont très néfastes.
Notre pays également, nous avons été l'objet d'agressions de la part de nos voisins depuis maintenant plus de 30 ans. Et nous ressentons les effets non seulement à l'est du pays, mais aussi dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Économiquement, la situation de la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo est actuellement très menacée, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez par exemple que la province du Nord Kivu est le grenier de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Avant la guerre, avant la guerre d'agression dont nous sommes victimes depuis plusieurs années, vous savez que la province du Nord Kivu nourrissait la ville de Kinshasa. Nous avions la pomme de terre qui venait du Nord Kivu, nous avions le haricot, nous avons la viande fraîche qui venait de l'est du pays. Quand vous allez au marché Somba Zigida ici à Kinshasa, tous les produits alimentaires qu'on trouvait sur ce marché-là provenaient de la province du Nord Kivu. Pas tout le produit, mais quelques-uns. En tout cas, voilà, mais une grande quantité, on ne doit pas l'ignorer. L'oignon, par exemple, le bon oignon qu'on avait à l'époque, les bons haricots qu'on avait, venaient de Butembo, venaient de Beni, de Goma, en passant par Kisangani, et puis ça pouvait prendre les bateaux jusqu'à Kinshasa. Mais depuis que l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de la guerre d'agression dont nous sommes victimes, le système d'approvisionnement de la ville de Kinshasa en produits vivriers est complètement désorganisé, d'où nous ici dans la ville de Kinshasa, nous dépendons actuellement des importations des produits alimentaires avec les conséquences que nous connaissons sur les prix des denrées alimentaires. Et donc, je crois que cette situation qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo a des effets très néfastes. Juste à côté du Nord Kivu, de Goma, prenez la province du Sud Kivu. La province du Sud Kivu dépend dans une très grande partie de la province du Nord Kivu en termes d'approvisionnement en denrées alimentaires. Quand vous êtes au port de Goma, sur le lac Kivu, c'est des bateaux et des bateaux qui sont chargés de produits alimentaires à destination de Bukavu. Et aujourd'hui, je me demande comment est-ce que la ville de Bukavu est approvisionnée en produits alimentaires lorsque les commerces est interrompu, les circuits de distribution des produits est interrompu entre le nord et le sud Kivu. Et donc c'est une situation extrêmement difficile qui a des effets très néfastes. Et ces effets vont durer parce que les gens qui sont déplacés, qui se retrouvent maintenant à Goma, qui vivaient dans les villages à l'intérieur du Nord Kivu, ils ne savent pas plus faire le champ. Nous sommes au mois de janvier, c'est la période des semis de maïs, du haricot, d'arachide, et tous ces gens qui sont déplacés, ils ne sont pas à mesure de faire les travaux agricoles, et donc il faut déjà anticiper qu'au cours de l'année 2025, il y aura la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu sera très, très, très difficile à la suite de la situation de la guerre que l'Est de notre pays connaît actuellement. Donc on peut connaître une rupture de certains produits alimentaires pendant peut-être une période donnée. C'est ce que vous voulez dire en quelques lignes. En quelques lignes, je veux dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais d'ici une année, pour toute l'année 2025, on peut cibler toutes ces conséquences. Il faut déjà s'attendre à ce que la récolte pour la saison B, dans la province du Nord Kivu, c'est les semis qui s'est fait au mois de janvier et au mois de février. Donc avec toute l'interruption du système de production, des systèmes de distribution, de commercialisation des semences et des intrants agricoles,
Donc il faut déjà anticiper que la récolte pour la saison B, c'est-à-dire au mois de mai, au mois de juin, il n'y aura pas assez de récoltes. Et donc pour le reste de l'année, la situation de la sécurité alimentaire sera très difficile. Donc il faut anticiper. Dans la province du Nord Kivu. Il faut anticiper en quelque sorte. Il faut déjà anticiper. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, c'est vrai, la sécurité alimentaire est déjà touchée par rapport à cette situation de la guerre à l'est du pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on sait que la ville de Goma, qui est la capitale, n'est-ce pas, de la province du Nord Kivu est touchée. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille période? Vous dites qu'il faut anticiper bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Bon, dans l'immédiat... Comment ces gens doivent se comporter? Oui, dans l'immédiat, il faut comprendre que le système d'approvisionnement de la ville de Goma en produits alimentaires est complètement désorganisé à la suite de la situation de la guerre qui prévaut à l'est du pays. Et comment est-ce qu'il faut maintenant approvisionner la ville en produits alimentaires? Y a-t-il pas de réserves? On est dans alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas de réserves alimentaires dans toutes ces provinces-là? Malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays... la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut comprendre que dans la province... Mais on n'était pas dans la même situation. Il faut comprendre que dans la province du Nord Kivu, même la saison B, qui vient de la saison A, qui vient de se terminer, donc qui a commencé au mois d'août, de septembre de l'année 2024, et la récolte devait normalement se faire au mois de décembre et au mois de janvier ici, il faut déjà comprendre que les récoltes ne sont pas bonnes parce que depuis le mois d'août, les populations sont en déplacement. Il y a plus de 500 000 déplacés dans la province du Nord Kivu seulement. Ces gens, ce sont des paysans, ces gens sont des agriculteurs, ils ont abandonné leurs champs, ils n'ont pas de semences agricoles. Donc déjà la saison B, la saison A, dont les récoltes devaient s'effectuer au mois de décembre et janvier, donc il n'y a pas de bonnes récoltes. Et donc la saison B qui commence, ces gens ne seront pas à mesure également de faire les travaux des champs. Alors dans l'immédiat, il faut dépendre de l'aide alimentaire. C'est ça que la question que je posais tantôt, y a-t-il pas toujours, ou bien il n'y a jamais eu de réserve alimentaire au Congo? Nous n'avons pas malheureusement un système de ce qu'on appelle les banques agricoles, où vous avez par exemple au niveau du gouvernement des stocks de produits alimentaires qui sont utilisés pour traiter des situations de pénurie, de force majeure, des produits alimentaires qui peuvent apparaître par-ci par-là dans les pays, lorsqu'il y a peut-être la sécheresse, ou lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des déplacés. Il y a des pays qui ont des systèmes de réserve alimentaire qui peuvent être actionnés dans des situations pareilles. Avec la vulnérabilité de notre système alimentaire, il n'y a pas de système alimentaire, de réserve alimentaire publique. Vous confirmez qu'il n'y en a pas, vous n'êtes pas informé. Qui peuvent être actionnés. Il n'y a pas, nous n'avons pas un système public de réserve alimentaire qui peuvent être actionnés. Nous pouvons peut-être avoir quelques stocks de produits alimentaires au niveau de Kinshasa ou au niveau de certaines provinces comme la province du Katanga. Mais c'est des stocks qui ne peuvent pas tenir pour longtemps. Longtemps, c'est combien? C'est quoi la périodicité? C'est-à-dire pour 2-3 mois. Et surtout pour des populations, la masse des populations qui est déplacée à la suite de la guerre. Quand vous parlez de 500 000 déplacés déjà, avant la guerre, quand vous y ajoutez maintenant plus d'1 million d'habitants de la ville de Goma, qui sont maintenant privés d'accès aux sources d'approvisionnement en produits alimentaires, je ne vois pas, même si c'est un gouvernement très bien organisé, je ne vois pas les capacités qui peuvent être mobilisées pour pouvoir faire face à des besoins aussi énormes. Donc dans des situations comme ça, les pays souvent font appel à des organisations humanitaires, notamment
le programme alimentaire mondial, PAM. PAM par exemple, qui peut mobiliser les contributions de différents pays membres pour pouvoir venir en aide à un pays membre, la RDC, qui est en situation de crise alimentaire aiguë. Et nous l'avons déjà vu, hein, ils sont en train oui. de collecter le fonds pour voir comment intervenir dans ces situations si difficiles à l'est du pays. Justement, bon, il n'y a pas que le programme alimentaire mondial, il y a également l'UNICEF qui s'occupe de l'enfance. Il y a des femmes et des enfants qui sont en situation extrêmement difficile en termes de nutrition. Il y a également des organisations non gouvernementales qui interviennent, des ONG non gouvernementales nationales et internationales, qui interviennent également dans ce genre de situations. Il y a également des gouvernements des États amis qui peuvent également... Même les églises peuvent participer. En pareille période, on interdit à personne de mettre sa main. Du mettre sa main, effectivement, mais compte tenu de besoins énormes au niveau de la province du Nord Kivu, avec toutes les personnes qui sont déplacées, je crois que ça dépasse de loin les capacités des organisations non gouvernementales. Il faut également l'intervention des États amis qui ont beaucoup plus de moyens pour mobiliser, n'est-ce pas, des stocks importants de produits alimentaires qui peuvent être importés d'autres pays, étant donné la faiblesse de la production nationale dans notre pays. Et donc, il faut recourir à des stocks de produits alimentaires qui sont dans des pays voisins, à travers, n'est-ce pas, cette solidarité internationale pour pouvoir soutenir les populations qui sont menacées voilà, c'est déjà la bonne chose. C'est vrai, nous avons besoin des États amis, nous avons besoin de la PAM, de différents organismes internationaux qui agissent en ce sens, mais la main de tous, ou la main de tous est vivement souhaitée, parce que dire de plus, n'est-ce pas, c'est l'union qui fait la force. N'hésitez pas à participer, n'est-ce pas? Vous êtes une ONG en République démocratique du Congo. Peut-être vous avez un soutien physique, moral, financier. Faites-les, faites-les. Il y a des organismes qui peuvent vous aider à atteindre, n'est-ce pas, nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Pourquoi pas à les soutenir, à les aider en cette dure période. Nous continuons parce que c'est vrai, on a parlé un peu de cette réserve alimentaire. Vous qui connaissez un peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo ait aussi sa réserve alimentaire? Parce que ce n'est pas de la magie. Hein, les gens qui en ont n'ont pas tué les gens. C'est une technique, hein, tout un système qu'on crée pour sécuriser la population en cas de force majeure. Ça peut ou ne pas être la guerre, comme vous avez dit, la sécheresse, la famine qui frappe les pays. Ça peut être aussi, comme on dit, des inondations. Il faut que l'État intervienne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir notre propre réserve alimentaire? En quelques lignes. Le système de réserve alimentaire, ça doit faire partie de la politique générale, de la politique de la sécurité alimentaire générale d'un pays. C'est vrai qu'il faut promouvoir et moderniser la production agricole, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des poches d'insécurité alimentaire par-ci par-là dans les pays, dû à des situations de guerre, dû à des situations d'inondation, de catastrophes naturelles. Voilà. Donc, il appartient à chaque pays de connaître quelles sont les situations de vulnérabilité auxquelles il fait face. Voilà. En termes de situation... C'est une manière d'anticiper. Oui. En termes de sécurité alimentaire. De ne pas subir, mais vous anticipez un mal. Vous anticipez. Voilà, qui peut arriver. Oui. Si vous savez qu'une telle partie de votre pays est souvent en proie à des inondations, donc il faut anticiper qu'à telle période, à tout moment, on peut avoir une situation d'inondation, voilà. On peut avoir une situation, on peut avoir des personnes qui sont déplacées, voilà. Des perturbations voilà. Du système d'approvisionnement en produits alimentaires. Okay, si vous avez des situations de guerre comme chez nous, c'est depuis près de 30 ans maintenant que nous avons des situations de guerre à l'est de notre pays. Et donc, c'est une situation qui
qui doit être en principe anticipée, et des mesures de mitigation doivent être prises en avance pour faire face à ce genre de situation. Et donc, dans le cadre de la politique de la sécurité alimentaire de notre pays, il devrait y avoir un volet de cette politique qui prévoit la constitution de réserves alimentaires. Quel ministère qui pouvait s'organiser à ce sens? C'est le ministère de l'Agriculture, en principe, qui a en charge la politique de la sécurité alimentaire du pays. Notamment, dans de telles situations, il y a également le ministère des Affaires sociales et des Affaires humanitaires qui doit travailler en collaboration. Ils doivent travailler de façon complémentaire. De façon complémentaire, en synergie, sous les leads, n'est-ce pas, du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Économie doit être également impliqué parce que lorsqu'il faut constituer des stocks de produits alimentaires qui peuvent être soit des produits locaux ou des produits importés, donc le ministère de l'Agriculture doit être également impliqué. Il y a le ministère du Plan également. Vous savez, dans notre pays, le ministère du Plan est un grand importateur du riz. Un ministère multisectoriel. Hein. Oui. Voilà, qui encadre presque tous les secteurs du pays. Voilà. Le ministère du Plan, c'est les plus grands importateurs du riz dans notre pays. C'est le riz que nous recevons parfois sous forme d'aide auprès d'autres pays, des dons, d'autres pays amis. Et avec ces dons, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère des Plans, le ministère de l'Économie et le ministère des Affaires sociales et humanitaires, peuvent, n'est-ce pas, constituer une banque alimentaire. Nous vous avons compris quelle est l'incidence de cette guerre par rapport, n'est-ce pas, au marché de biens de consommation. Quel est l'incident qu'on peut remarquer, qu'on peut palper, qu'on peut voir déjà facilement sur le prix de biens de consommation sur le marché? Évidemment, est-ce que le prix sera à la hausse? Il faut s'attendre à la flambée des prix des produits alimentaires, non seulement dans les provinces qui sont directement touchées, mais dans l'ensemble du pays. Voilà. D'abord parce que le système de production agricole nationale est interrompu. L'appui en intrant dans ces zones de production est interrompu. L'insécurité avec les gens qui sont déplacés, avec les gens qui sont en train de fuir la guerre. Et donc, déjà, les opérateurs économiques qui sont dans la distribution de produits alimentaires, ils anticipent déjà une carence de produits, aux intrants, aux inputs, de produits agricoles sur le marché. Et donc, il y aura des comportements, il y a des spéculateurs qui vont profiter de ce genre de situation. Surtout ça, parce qu'ils vont spéculer à la hausse. Ils vont spéculer à la hausse. Souvent sans contrôle. Et souvent sans contrôle. Exact. C'est vrai que nous avons des services du ministère de l'Économie qui s'occupent du contrôle des prix. Parfois, le contrôle sera difficile, déplacer ces gens. Le contrôle sera difficile. Nous sommes déjà dans un pays fragile. Nous sommes parmi ce qu'on appelle les États fragiles. Donc, les États dont les institutions... Fragile, bon, j'aime bien qu'on parle des États en voie de développement. Bon, c'est clair, nous avons la CFF, qui est la cellule de financement des États fragiles. Oui, c'est pas un secret. La RDC est classée parmi les pays, parmi les États fragiles aussi. Voilà. Nous sommes tous des pays en voie de développement. Mais là-dedans, on peut classifier les pays en conflit, les pays, les États fragiles, ainsi de suite. Par exemple, le fait que nous soyons tout le temps agressés par des pays voisins qui nous envient à cause de nos richesses, ça fait de nous la proie de tous les pays qui nous entourent. La fragilité, donc ça crée la fragilité de nos États. Il y a les cordons à l'Elungungu, on en a parlé plusieurs reprises. Ça relève plusieurs facteurs. Je pense que parce qu'aujourd'hui, on est à l'impact de la guerre sur la vie socio-économique de notre pays, en particulier du monde entier en général. Mais ça relève plusieurs facteurs. Hein.
Oui. Parce que c'est l'Est du pays, c'est vrai, mais dire que l'entièreté de la République est fragile, ça relève de beaucoup de facteurs et ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, nous continuons avec l'incidence de la guerre sur le prix de biens de consommation sur le marché. Allez-y. Oui, effectivement. Donc, nous disions qu'il y a une interruption, n'est-ce pas, dans le fonctionnement du système d'approvisionnement du pays en produits alimentaires. Et comme conséquence, il y aura des comportements de spéculation à la hausse des prix sur le marché. C'est ce qu'il faut surtout craindre. Voilà. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut faire appel à un comportement civique de la part de nos opérateurs d'amour, économiques, d'éthique. Nous faisons appel ici aux membres de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, parce que notre pays dépend beaucoup des importations en ce qui concerne les produits alimentaires. Et donc, la Fédération des entreprises du Congo joue un rôle très important en cette période ici. Et donc, nous faisons appel à eux pour faire jeu, disons, un comportement de patriotisme et de solidarité. De l'amour de son pays et de l'amour de son pays. Voilà. N'est pas profiter... Vous qui êtes opérateur économique, il faut l'avoir. Oui, ne pas profiter de la situation de la guerre pour chercher à rançonner ses compatriotes. À gagner plus. Voilà. Et donc, nous devons tous participer, n'est-ce pas, à l'effort de guerre. Partout où nous travaillons, si nous sommes opérateurs économiques, ne créons pas des situations de spéculation. Il faut faciliter l'approvisionnement du pays en produits alimentaires. C'est en cela qu'on reconnaîtra en vous un opérateur économique qui aime le Congo, qui est patriote, et son peuple, qui est patriote, et qui participe lorsque le pays a vraiment besoin de vous. Ce n'est pas le moment d'abandonner la République démocratique du Congo, c'est le moment d'être solidaire, de travailler main à main avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour faire en sorte que la sécurité alimentaire de la population soit renforcée et que notre pays ne puisse pas continuer à souffrir de la spéculation, du comportement de spéculation, en plus des effets de la guerre que nous subissons déjà. Et ça ne sera pas facile. Et c'est là j'ajouterais, parce que les gens pensent que Wazalendo, c'est peut-être un nom spécial, mais Wazalendo, ce n'est plus patriote. Alors si tu veux aussi être patriote dans ton domaine, il faut avoir cet esprit de patriotisme. Tu seras Wazalendo. Wazalendo, ce n'est pas seulement les gens qui se battent, mais chacun de nous, là où tu es, à la maison, dans ton travail, dans ton ménage, dans le marché où tu vends, il faut avoir cet esprit de Wazalendo. Hein, de l'amour de ton pays, de l'amour de ton prochain. Toi-même, tu sais combien tu as acheté ces biens que tu vends sur le marché. Alors, ce n'est pas important parce que tu es seul ou vous êtes un petit groupe de gens qui vendent l'huile de palme. Vous augmentez les prix, ce n'est pas important. Il faut avoir cet esprit de Wazalendo. Devenez Wazalendo partout où vous êtes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ayez cet esprit de Wazalendo. L'esprit de Wazalendo, c'est-à-dire que vous êtes devenus patriotes. Hein, nous ne devons pas nous fier seulement à dire c'est nous tous. Et ça nous concerne pour que nous puissions sortir notre pays de cette grande guerre, de cette guerre qui dérange tout le monde. Alors, comment faire pour maintenir le pouvoir d'achat de la population à cette période? Parce que c'est ce qui ça devait des calculs. Hein? Chacun, qu'est-ce que je dois faire par cette période? Comment je dois dépenser mon revenu? Qu'est-ce que le Congolais et Congolaises doivent faire effectivement pour maintenir leur pouvoir d'achat pendant cette période si difficile? Oui, c'est une question assez complexe. Dit tout simplement difficile. Hein? Il faut l'avouer. Oui, complexe. C'est pas une faiblesse. Ça dépend de là où on se retrouve. Voilà. Si on est dans les provinces qui sont directement touchées par la guerre, ou nous sommes dans des provinces qui sont indirectement touchées par la guerre. Pour nos compatriotes qui sont à l'est du pays, notamment dans la province du Nord-Kivu et la province
Mais on commence par et même par le millier qui est touché directement. Et nous allons avancer petit à petit jusqu'au millier, le milieu qui sont touchés indirectement, comme la ville-province de Kinshasa. On voit le Grand Katanga, on voit la province de Maniema. On va avancer, le Quater et les restes. Effectivement. Le Congo central, le qui Grand parle Bandundu. du pouvoir d'achat, parle d'abord du revenu. Il faut d'abord avoir un revenu. C'est les revenus qui vous donnent un pouvoir, de pouvoir acheter, de pouvoir acquérir de biens et services dont vous avez besoin sur le marché. Et lorsque vous êtes un déplacé de guerre, vous n'avez plus du travail. Si vous faites le petit commerce, vous ne savez pas faire le petit commerce. Non plus d'IRCD à vos champs et du reste. À vos champs, ou même à votre bureau. À vos commerces. À vos commerces. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de revenus. Et donc vous n'avez même pas de pouvoir d'achat en fait. Donc vous ne vivez plus, vous survivez. C'est survivre. Alors, oui, alors dans ce genre de situation, nous avons vu des programmes qui sont mis en place avec l'appui des partenaires au développement dans des zones de guerre. Alors, les solutions qui sont proposées varient selon la situation de chaque pays. Si, par exemple, il y a des produits de biens et services qui sont disponibles sur le marché, mais ce qui manque, c'est le revenu. Il y a des programmes, par exemple, qu'on appelle le Cash for Food programme. C'est des programmes où les ménages qui sont déplacés, au lieu de leur donner simplement de la nourriture, vous leur donnez du cash. De l'argent. De l'argent en espèces, liquide, voilà. En liquide. Vous leur donnez un pouvoir d'achat. Les espèces. Les espèces. Parce qu'avec cet argent, un ménage qui est déplacé, ils ont des enfants. La monnaie fiduciaire. Ils peuvent s'acheter à manger, ils n'ont pas besoin seulement de la manger. Ils peuvent s'acheter un peu de médicaments. Un lit, parfois une ils couverture. Ils peuvent s'acheter une couverture. S'ils sont déplacés, voilà. Ils peuvent acheter un poulet. Ils peuvent acheter un porc, un canard ou quelque chose. Ils peuvent acheter un outil de production, par exemple. Parce qu'il y en a qui ont tout perdu. Ils ont perdu de machettes, ils ont perdu de houes. Même quand ils vont rentrer au village, ils n'ont plus de semences. Ils doivent reprendre leur vie à zéro. Oui, ils n'ont plus de semences. Donc, ils ont presque tout perdu. Ils ont presque tout perdu. Ce n'est pas une vie facile. Oui. Et donc, faire seulement de la distribution alimentaire ne suffit pas. Parce que les ménages ont d'autres besoins. Et donc, dans ce genre de situation, il y a des programmes qu'on appelle Cash for Food. Peut être constitué de qui et qui? Parce que nous avons vu l'Ukraine en pareille période. Il y avait l'Union européenne qui soutenait jusqu'à aujourd'hui. Le Congo aussi est membre de plusieurs organismes économiques. Mais on ne le sent pas. On ne sent pas leurs appuis. L'Union africaine, la CEMAC, le SADC, on voit où sont, j'ai dit encore, leurs contributions à l'égard de cette situation. Effectivement, les programmes... Parce qu'on adhère à une commission économique, c'est pour s'entraider en temps de difficulté. Effectivement. Mais on ne les sent pas. Mais chaque organisation a un mandat. Chaque organisation a un mandat et vous y adhérez pour promouvoir certains intérêts qui participent au développement de votre pays. Effectivement, vous avez parlé de mais vous et moi, nous le savons que le Congo est presque partout. Oui, vous dans avez toutes nos commissions économiques. Effectivement, vous avez parlé de la SADC, vous avez parlé de East African Community, dont nous sommes l'EAC, de CEMAC. Voilà. Nous sommes membres de l'Union africaine, effectivement. Ben, il y a des commissions, chaque organisation a un mandat. Et donc, dans les cadres humanitaires comme dans les cas d'espèces, il y a des organisations humanitaires auxquelles la RDC est pays membre. Et donc, je suis sûr qu'au moment où nous parlons, il y a des organisations qui se préparent à pouvoir intervenir. Qui se préparent maintenant? Parce que s'ils devraient se préparer à longtemps. Non, il faut pouvoir... Est-ce que les conditions permettent, n'est-ce pas, actuellement, pour que les organisations humanitaires interviennent? Parce que on dit toujours dans
dans les organisations humanitaires, même au niveau des Nations Unies, on nous dit toujours que le personnel peut participer aux organisations humanitaires, mais il ne faut pas sacrifier sa propre sécurité. C'est-à-dire, pendant qu'il y a des crépitements des armes, vous n'allez pas demander à une organisation humanitaire d'envoyer du personnel pour faire la distribution des produits alimentaires dans la ville de Goma. Mais il y a des zones, on le sait, il y a des zones où il y avait quand même la sécurité. Il y a les zones qui demandaient peut-être pas de difficulté pour y accéder. C'était pas partout, dans tous les cas. Oui, je sais qu'il y a des organisations humanitaires. Le problème est qu'on ne le sent pas. Non, il y a la République démocratique du Congo est membre de plusieurs commissions économiques. On voit l'Ukraine avec l'Union européenne, on sent le voix. Comment ça se délie, comment il parle, comment il pense à aider l'Ukraine. Et le Congo, qui est membre de plusieurs commissions économiques, on devait aussi les sentir. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on s'adhère à une commission économique et sociale. C'était ça l'idée. Effectivement. Et dire c'est maintenant, ça semble un peu... bon, continuons. Non, effectivement, c'est l'idée. Non, je crois qu'il y a un élan de solidarité de la part de pays africains frères, certains pays africains frères, et certaines organisations qui sont en train de venir au secours de la République démocratique du Congo. Il y en a qui sont actifs dans les missions de médiation, de réconciliation, dans la diplomatie, ainsi de suite. Et donc, pour revenir à la question comment maîtriser le pouvoir d'achat. Donc là, de ce côté-là, les salaires ne peuvent pas y arriver. On ne peut pas payer les salaires dans des zones en guerre. Donc il faut plus recourir à ce que vous appelez... Donc il faut dans l'immédiat, il faut de l'aide alimentaire qui doit parvenir aux populations à travers les organisations humanitaires. Et donc, dans ce genre de situation, petit à petit, lorsque on sortira de la situation de la guerre, quand les populations qui sont déplacées commencent à rentrer dans leur zone, dans leur milieu de résidence, à ce moment-là, l'aide peut prendre d'autres formes, n'est-ce pas, pour les accompagner dans la transition de l'humanitaire vers des projets de développement qui permettront à ces gens de se stabiliser dans leur milieu, de pouvoir produire à manger comme ils le faisaient dans les temps. Donc il y a plusieurs phases. La première phase, c'est l'aide alimentaire. La première phase, c'est d'abord l'humanitaire. Voilà. Et ensuite, quand les gens vont commencer à rentrer dans leur milieu, on va les accompagner, on va adapter l'aide à cette phase-là de transition et vers le développement dans cette zone. Alors, vous parliez du pouvoir d'achat maintenant. Pour les gens qui ne sont pas touchés qui sont dans les provinces qui sont directement touchées, indirectement touchées par la guerre, effectivement, il faut s'attendre à ce que s'il y a des comportements de spéculation sur le marché, il faut s'attendre à ce que le pouvoir d'achat de la population puisse s'effriter. Mais c'est le sacrifice que nous devons tous faire. Nous sommes pendant la période de la guerre. Le président de la République a parlé de réduire les trains de vie des institutions. C'est-à-dire que c'est un sacrifice que chacun de nous, à partir du président de la République, en passant par les gouvernements, le Parlement et les différentes institutions du pays, il y a un sacrifice que chacun de nous doit pouvoir faire. Chacun de nous doit pouvoir renoncer à une partie de son revenu pour pouvoir participer à l'effort de la guerre, pour pouvoir trouver les médicaments, les produits alimentaires pour les populations qui vivent dans des camps de réfugiés. Donc c'est un effort de participation à la guerre qu'on demande à tout le monde, c'est un sacrifice. Dans le comportement, il faut accepter la spéculation, la flambée des prix, il faut l'accepter comme ça. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, ton revenu, tu l'acceptes. Nous demandons... Parce qu'ils ne peuvent plus garder le même rythme de vie. Nous demandons aux opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo, de ne pas sombrer dans les comportements de spéculation. Nous leur demandons d'être patriotes et de pouvoir également montrer leur solidarité avec notre peuple, avec le peuple congolais. Parce que nous sommes dans une situation très difficile
il ne faut pas qu'il y ait d'un côté des gens qui souffrent des affres de la guerre et de l'autre côté de gens qui essaient de profiter de la situation pour pouvoir s'enrichir. Donc c'est cette solidarité qui est très nécessaire en cette période de la guerre. C'est bon, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Vous avez compris là, c'est vrai, comment maintenir, parce que c'est une question que tout le monde se pose, comment devrons-nous maintenir notre pouvoir d'achat en cette période de guerre? C'est simple, il faudra le voir par rapport au milieu où vous vous situez. Vous avez les milieux touchés par la guerre. Là, il y a des humanitaires qui peuvent vous aider. On commence par l'aide alimentaire, selon les dits du prof ou du docteur Franck Loabeya, mais aussi, plus la situation avance, et l'aide sera adaptative par rapport aux réalités ces terrains. Mais pour l'ensemble, il demande au président de la Fédération, je l'ai dit encore des entreprises du Congo, de ne pas céder à la spéculation. C'est là où il faut être wazaline, il faut être patriote. Il ne faut pas spéculer à la hausse, sinon ça va déranger les autres frères et sœurs qui sont bel et bien congolais comme vous en matière d'achat de biens et services sur le marché. Alors, l'État congolais, enfin, c'est vrai, on a réduit le train de vie. Est-ce que ça suffit? C'est suffisant? On peut se limiter là pour aider la population à ne pas se sentir délaissée pendant cette période? C'est une bonne question, mais je crois que c'est déjà un geste très fort qui est lancé par le président de la République. Comme on dit, l'exemple vient d'en haut. C'est la première fois dans notre pays, du moins depuis que moi j'ai commencé à prendre l'économie, que je vois un gouvernement, que je vois les institutions du pays décider de réduire les trains de vie des institutions du pays en commençant par la réduction des salaires des membres de ces institutions. Et donc, là, je crois que c'est un geste assez fort. On ne peut que prêcher par l'exemple. On ne peut que prêcher par l'exemple. Je crois que c'est un geste assez fort qu'il faut applaudir. Est-ce qu'il faut se limiter là? On ne va pas se limiter seulement là. Qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus? Alors, pour sécuriser la population ce qu'il faut faire encore en plus, tous les quatre coins du pays. Le gouvernement, les besoins sont énormes et une bonne partie de notre population a besoin de l'appui, de l'intervention de l'État. Malheureusement, il se fait que c'est en période de la guerre que le gouvernement n'a pas assez de ressources pour pouvoir répondre à ces besoins. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont déplacées, il y a des opérateurs économiques dans la province du Nord Kivu qui ne peuvent pas effectuer les opérations, et donc tous ces gens vont dépendre de l'aide du gouvernement, tous ces gens vont dépendre de l'aide des organisations humanitaires. Qui dit aide du gouvernement, dit ressources financières. Alors, les ressources financières en cette période ici, l'État est en situation difficile. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc, c'est un cercle... Donc, il n'a plus rien à faire en dehors de réduire le train de vie. C'est l'unique... Non, c'est-à-dire qu'il y a d'autres besoins. Quand on parle de la réduction du train de vie, on ne parle pas seulement de la réduction des salaires des animateurs de ces institutions. C'est-à-dire qu'il y a certaines dépenses, certains programmes de développement qui vont être sacrifiés pour pouvoir répondre aux besoins immédiats. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui pouvaient être affectées à la construction de la route, à la construction d'une route, à la réhabilitation des infrastructures énergétiques, par exemple, qui vont être maintenant désaffectées à ces besoins d'investissement pour pouvoir être affectés aux besoins de court terme, c'est-à-dire qu'il faut augmenter l'approvisionnement en médicaments pour les populations qui sont déplacées. Il faut que cet argent maintenant puisse servir à l'achat des produits alimentaires pour faire la distribution dans les camps de déplacés, pour pouvoir répondre aux besoins des populations qui sont déplacées. Et donc, il y a beaucoup d'autres besoins de développement qui vont être sacrifiés pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, pareil,
aux besoins urgents de la nation. Nous sommes à la fin. Et cela retarde en fait le développement de notre pays. Nous sommes à la fin, nous sommes vraiment à la fin de ces numéros. Nous passons, ce ne sera pas les derniers. Nous allons commencer à réaliser toute une série des émissions sur l'impact économique de la guerre en République démocratique du Congo. Comment est-ce que cette guerre impacte-t-elle l'économie de la République démocratique du Congo? On fera peut-être une analyse descriptive, on verra ailleurs comment ça les a affectés, comment ça nous affecte et qu'il faut-il faire, comment y remédier. C'était là, n'est-ce pas, toutes les questions qui ont été répondues au cours de cette émission par le docteur Franck Loabeya. Vous avez compris là, il est temps de développer, n'est-ce pas, cet esprit des patriotes, cet esprit des Wazalendo. Il faut être Wazalendo partout où vous êtes. Ne pensez pas que les oiseaux doivent se battre. Mais vous aussi, là, vous êtes à la maison, vous êtes au marché, vous êtes dans vos petits commerces. En cette période assez difficile, il faudra être oisaline. Essayez de ne pas spéculer à la hausse le produit ou le bien de service de consommation pour gagner plus du profit. Parce qu'on sait que pour le producteur, l'offre crée, l'offre toujours, n'est-ce pas, fonction croissante, je dis encore, de son prix. Plus on demande un bien, plus le producteur ou le vendeur chercherait à augmenter les prix, mais ne le fait pas. Soyez oisaline. C'est ça, cet esprit de patriote qui aidera, n'est-ce pas, pas seulement vous-même, mais les Congolais en général, n'est-ce pas, à s'en sortir en cette période de guerre. Comme je l'avais dit tantôt, qui veut la paix connaît la guerre, disait Nelson Mandela. Nous y croyons. Nous allons atteindre cet objectif de la paix sur tous les 4 coins du territoire congolais. Nous vous disons, restez branchés. C'est la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.